à François Asselin d'être ici présent, président de la CPME, élu et réélu récemment, en début d'année pour un mandat de 5 ans. De la CPME, il y a quand même 2,5 à 3 millions d'entreprises de TPE, PME, c'est la force d'un pays, la force vive de la nation. Il y a aussi les artisans, commerçants, et dirigeants d'entreprise, dirigeants d'une entreprise de construction. Donc il va y avoir pas mal de sujets passionnants. Il y a un langage, il y a un trait d'union commun entre vous et lui, économiste de la construction. François, merci de votre présence. Merci Cyril. Et puis, oui, je vous laisse introduire. En fait, ce congrès, ce 48e congrès de l'INTEC, il est sous le signe des ruptures économiques à cause de la crise sanitaire, climatique, digitale, sociale. Est-ce que la RSE, la responsabilité, c'est un acronyme un peu éloigné de la réalité du terrain et des gens, est-ce que la responsabilité sociale et environnementale est un atout en soi pour un pays, pour des chefs d'entreprise, pour les salariés, pour toutes les forces vives d'un pays, et qui plus est encore plus dans le contexte de crise actuelle? Alors, c'est quelque part audacieux de prendre un tel sujet dans une période que nous traversons, parce que parler de la RSE, quand pour beaucoup d'entrepreneurs, l'horizon, c'est la fin du mois de septembre pour certains, hein, peut-être la fin de l'année pour d'autres, c'est un sujet quand même audacieux, et pourtant c'est un vrai sujet, un sujet de fond. Si le thème du congrès, c'est le thème des ruptures, eh bien, je veux féliciter l'INTEC et son président. C'est un peu une entreprise familiale. Vraiment, mais sincèrement, je voudrais féliciter l'INTEC et puis toute l'équipe de l'INTEC, parce que finalement, vous illustrez parfaitement la rupture en maintenant ce congrès. Hein, voilà, où plein d'autres ont pris la poudre d'escampette. Hein, et pourtant, voilà, quoi, est-ce qu'il y a le lieu de s'affoler, etc. Si on lève un tout petit peu la tête et qu'on regarde objectivement ce qui est en train de se passer, hein, on est quand même dans un pays moderne, hein, bien équipé en matière sanitaire, quoi qu'on en dise. Hein, il suffit de regarder autour de nous, on n'a pas à rougir de la position de la France. Hein. Deuxièmement, aujourd'hui, des masques, on en a, en quantité. C'est vrai que c'est emmerdant de le porter 8 heures par jour, j'en conviens. Hein. D'ailleurs, je l'ai enlevé pour pouvoir vous m'adresser à vous. Hein. Mais en attendant, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de bosser, ça n'empêche pas de vivre. Hein. Donc, le temps que nous trouvions un vaccin, on se protège, on met son masque, et puis on va de l'avant. Et ce que vous avez fait en maintenant ce congrès, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez de l'avant, donc je ne peux que vous féliciter. Et je me réjouis de voir la qualité en plus des exposants. Hein, voilà. C'est remarquable. Voilà. Et je tenais à le dire. Et quand je vais me retrouver dans les semaines qui viennent et les jours qui viennent au contact d'autres branches professionnelles, d'autres syndicats professionnels, je prendrai comme exemple ce que vous avez fait aujourd'hui pour les encourager à continuer, à avancer. Voilà, on n'a pas le choix, il faut bien avancer. Hein. Aujourd'hui, vous savez, les hommes sont un petit peu en sucre. Hein. Dès qu'il tombe une goutte d'eau, ça fond. Hein. Franchement, là encore, regardons objectivement ce qui est en train de se passer. Il faut protéger les aînés. C'est là où le taux de mortalité devient exponentiel. Pour le reste, si on se protège les uns les autres, écoutez, ça va prendre encore quelques semaines, quelques mois. Mais le jour où il y aura un vaccin, on enlèvera nos masques et voilà, on retrouvera la vie normale. En attendant, il faut continuer à avancer. Et finalement, la RSE, c'est quelque chose... c'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est quelque chose qui doit nous permettre d'avancer en espérant que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et lorsque il y avait un petit livre qui avait été écrit qui n'est pas si vieux que ça, qui a 1 an, qui avait été écrit par un journaliste du Point, Delhomme, je cherchais son nom, Delhomme, et qui est un petit livre qui dit « C'était mieux avant ». Et quand vous lisez, ça commence au Moyen-Âge, jusqu'à il y a 20 ans, quand vous lisez ce livre, vous apercevez que c'est bien mieux maintenant. Et c'est vrai, objectivement, de question tout à fait objective, c'est vrai. Donc il faudrait éviter que le principe de précaution se transforme en principe d'inaction. Bien au contraire, il devrait nous donner envie d'agir, peut-être différemment, et c'est exactement le sujet central de la RSE, c'est agir différemment pour que tout simplement le monde de demain soit meilleur que le monde dans lequel on a commencé à naître, et dans lequel on mourra. Parce que c'est une certitude, nous allons
tous mourir. Peut-être pas du Covid, mais nous mourrons. Et en faisant, comme vous le dites, attention à l'esprit collectif, en l'occurrence, à nos aînés, pour la crise sanitaire. Bien sûr, pour la crise sanitaire, il faut faire attention à nos aînés. Mais vous savez, en fait, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à notre environnement, il faut faire attention à notre planète. On a passé le 19e siècle, le 20e siècle à piller notre planète, à l'abîmer. Et là, on va essayer, pendant le siècle que nous avons devant nous, à essayer d'arrêter déjà de la piller et peut-être de la réparer. Hein. Ben oui, ça change complètement de manière de voir les choses. Mais pour autant, c'est un modèle économique, s'il n'est pas trop brutal, qui est tout à fait, entre guillemets, à portée d'intelligence humaine. Hein, à portée d'intelligence humaine. Donc, ça passe effectivement par des comportements individuels. Nous sommes tous responsables de la manière de consommer, de la manière de créer, bref, de la manière de vivre. Et collectivement, nous avons aussi une responsabilité collective. Ce qui peut parfois être un petit peu embêtant et gênant par rapport à la RSE, c'est la façon dont on a... la façon d'aborder le sujet en faisant quelque chose de coercitif et non pas d'incitatif. Hein. C'est-à-dire que la position qu'a pris la CPME sur ce sujet, puisqu'on a travaillé là, vraiment sur le fond, sur les RSE déjà depuis pas mal d'années, on a d'ailleurs un service développement durable à la CPME qui est très bien structuré. Il y a 3 personnes qui se chargent de la RSE à la CPME et qui sont à la disposition d'ailleurs des branches professionnelles, des syndicats professionnels et de tous nos adhérents. Nous avons la présidence de la plateforme RSE qui réunit au niveau national tous les partenaires sociaux et les parties prenantes. C'est Guillaume de Bodard, c'est un élu de la CPME qui la préside. Et donc, on a vraiment travaillé ce que je pourrais qualifier notre corpus RSE d'une façon vraiment très profonde. Et nous, ce que nous disons à la CPME, c'est qu'il faut encourager les vertueux. Hein. C'est comme ça qu'on emmènera le plus grand nombre vers les 3 piliers constitutionnels de la RSE, le pilier performance économique, hein, le pilier performance sociale et performance environnementale. Les 3 étant liés, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, hein, mais c'est exactement ce qu'on défend, c'est-à-dire que encourageons les vertueux et faisons en sorte que la RSE ne soit pas un acte ou des actes administratifs de plus, on n'en a que trop, hein, qui enferment l'entrepreneur, mais tout simplement qu'à terme, ça soit un vrai avantage concurrentiel, parce que tout simplement, votre entreprise étant reconnue ou labellisée RSE, on risque peut-être de la préférer par rapport à une entreprise qui n'a pas fait cette démarche. On ne va pas les sanctionner l'autre, hein, mais tout simplement, écoutez, oui, vous intéressez plus vos clients parce que vous êtes labellisé RSE, et puis pas que les clients d'ailleurs. Hein. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, hein, qui arrivent sur le marché du travail, hein, si vous ne donnez pas du sens à l'objet de votre entreprise, hein, si vous ne donnez pas du sens, je peux vous dire que les jeunes qui ont des compétences, ils passent à côté. C'est-à-dire qu'on n'a plus tellement la question du jeune, quels sont les avantages de l'entreprise, etc. Est-ce que je fais 35 heures ou pas? Ce n'est pas le sujet. C'est intrinsèquement, d'ailleurs, sans qu'ils sachent parfois l'exprimer clairement, mais intrinsèquement aujourd'hui, c'est est-ce que dans l'entreprise dans laquelle je postule, mon projet professionnel sera, entre guillemets, en adéquation avec le projet de l'entreprise porté par l'entreprise. Hein. Mine de rien, nous, chefs d'entreprise, ça nous ramène à une sacrée responsabilité. Hein. Ce n'est pas qu'une question de salaire, ce n'est pas qu'une question d'horaire de travail, c'est beaucoup plus subtil que ça, et finalement, tant mieux. Donc c'est stratégique, oui. On le sent, de par votre expression personnelle, président de CPME et dirigeant d'entreprise, à titre humain. Vous insufflez un état d'esprit, tant c'est important, par la confiance. Là, on peut parler de ruissellement, quelque part, par un esprit d'appropriation. Donc, vous avez un rôle clé, et on va le dérouler. Et vous dites qu'il ne faut pas que ce soit coercitif. Et on a d'ailleurs l'impression que dans la loi, ce n'est pas obligatoire et pas coercitif. C'est incitatif. Il y a la loi de 2017 sur le devoir de vigilance. Il y a la fameuse loi Pacte, qui est un peu fourre-tout sur l'entreprise, avec notamment la notion de mission, de raison d'être de l'entreprise. On a l'impression que c'est incitatif, ce qui est un bon état d'esprit, et pas obligatoire. Oui. Alors, et vous y avez participé peut-être à ça. Ah oui. Et on a eu ô combien des débats passionnés, parfois même houleux. Pourquoi ? Parce que on est quand même en France, dans un pays où, vous savez, on aime bien réglementer, on aime bien diligenter, hein, on aime bien obliger.
On est toujours, si vous voulez, sur la ligne de crête, sur cette question RSE. Est-ce qu'il ne faudrait pas le rendre obligatoire pour que bien, tout le monde se mette au garde à vous? Parce que si on fait que des mesures, entre guillemets, d'accompagnement, on n'y arrivera jamais. Hein. La vérité, elle est souvent sur un point d'équilibre. Ce n'est pas tout l'un tout l'autre. Hein. Dans la loi Pacte, il y a cette volonté de changer, il y avait cette volonté de changer le code civil, hein, et de mettre dans les statuts des entreprises, hein, voilà, quel que soit le statut juridique, hein, une obligation en matière environnementale. La CPME, je me suis opposé à cela. Pourquoi ? Parce que c'est là où on se dit, en faisant ça, le législateur, hein, eh bien, va faire en sorte que les entreprises demain, elles n'auront pas le choix, va falloir qu'elles, dans leur objet social, eh bien, répondent à cette obligation de respect de l'environnement. Sauf que, dans la vraie vie, qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est une exposition juridique majeure pour n'importe quelle personne qui veut entreprendre. Si demain, dans la forge, j'ai une petite forge de l'entreprise Asselin, j'ai une fumée un peu noire qui s'échappe de la cheminée, pour je ne sais quelle raison, je suis à la merci d'un voisin qui dira « Oh là, j'écris au procureur de la République parce que j'ai constaté photo à l'appui que telle date, tel jour, hein, eh bien, il est sorti une fumée nauséabonde et noire de l'entreprise Asselin. Elle ne répond pas à son objet social. Et là, c'est direction... Risque pénal. Risque pénal, voilà. On est loin de l'état d'esprit d'entreprise et de RSE, par exemple. On est très loin de l'état d'esprit. Et ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher le produit qui a dépassé la date de péremption, ça peut toucher... Enfin, vous voyez, hein, on peut tout imaginer. Là, vous savez, dans ce domaine-là, les donneurs de leçons, ils sont légion. Hein, voilà. Hein. Donc, pour ces raisons-là, nous sommes opposés à bricoler, entre guillemets, les statuts des entreprises qui devaient, entre guillemets, s'engager sur la question environnementale. Parce que ça ne résoudra pas la question. Par contre, ce qu'on a fait à la CPME, et c'était il y a bientôt 3 ans, c'était en décembre 2017. On a signé une délibération sociale avec tous les partenaires sociaux. Quand je dis tous, il y avait même la CGT. Vous voyez, on est capable même de faire des miracles à la CPME. Voilà, ils ont tous signé une délibération sociale sur la RSE. Je me suis impliqué personnellement dans cette négociation, ça a duré 18 mois, c'est un petit peu long, mais qui dit les choses suivantes. On a posé les principes suivants. C'est que premièrement, la RSE, eh bien, elle doit être incitative et non pas obligatoire, parce que si on la rend obligatoire, on tue la RSE. Voilà. Et on en fait quelque part une démarche administrative de plus. Deuxièmement, il faut que la RSE, tout accord RSE, doit être expérimental. Ça veut dire quoi ? Et ça, c'était complètement... Alors, pour les syndicats, c'était très dur d'accepter ça, mais ils l'ont accepté. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans un avantage acquis. Quand on signe un accord RSE, on doit pouvoir revisiter cet accord tous les 3 ans, tous les 5 ans. Parce qu'on est dans un monde qui bouge, qui évolue. Regardez ce qu'on est en train de traverser en ce moment, qui l'aurait cru. Hein. Et donc, ce qu'on a signé il y a 3 ans, eh bien, s'il y a besoin de le revisiter, on doit pouvoir le revisiter. C'est pas ce que j'ai signé, ça m'appartient, tout le reste, eh bien, ça me reste encore à acquérir. Non. Hein. On se remet autour de la table tous les 3, tous les 5 ans, s'il le faut, pour, entre guillemets, adapter l'accord qu'on a pu signer 3 ans plus tôt. Et troisièmement, la RSE, il y a même 4 points, la RSE doit être sectorielle, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas, entre guillemets, obliger des secteurs d'activité à faire ou à défaire ou à refaire ce qu'ils font déjà. Je m'explique. Vous prenez le secteur de la construction, un secteur, je crois, que vous connaissez bien. Vous avez un organisme de prévention qui s'appelle le PPPTP, avec lequel on peut signer des contrats de progrès sur 3 ans pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises. Je l'ai fait dans mon propre entreprise. Vous signez un contrat de progrès avec le PPTP, eh bien vous incrémentez la performance sociale de votre entreprise. Pourquoi aller imaginer un nouveau dispositif alors que ça existe déjà ? Hein. Vous vous engagez à travers une démarche, moi par exemple je suis labellisé Charpente 21, Menuiserie 21, où je me suis engagé, ça fait plus de 15 ans, à acheter des bois éco-certifiés, à faire un tri de mes déchets et à les valoriser. Hein. Eh bien, cette démarche pourrait très bien rentrer dans la filière, dans le label RSE. Et du coup, j'incrémente ma note environnementale, ma performance environnementale. Donc si demain, dans le secteur de l'économie de la construction ou dans le secteur du bâtiment, on veut signer avec les partenaires sociaux une RSE de filière,
on peut très bien utiliser ce qui existe déjà et ne pas rajouter des couches administratives ou d'obligations sur les entreprises, compléter ce qui peut manquer, bien évidemment, et faire en sorte que ça soit accessible au plus grand nombre et surtout aux plus petits. Et là-dessus, croyez-moi bien, on a beaucoup d'avantages et beaucoup d'atouts à faire valoir par rapport aux plus grandes entreprises. L'apprentissage, il est où? Il est dans les PME, il est dans les TPE. Vous savez, moi, ça fait le modèle économique de l'entreprise Asselin, c'est l'apprentissage. Si je peux tenir le micro devant vous, c'est grâce à des apprentis que j'ai peut-être recrutés il y a 25 ans dans l'entreprise et qu'aujourd'hui font tourner la boutique pendant que je suis en train de vous parler. C'est l'ADN des petites entreprises d'apprentissage. Le taux d'apprentissage de l'entreprise Asselin, il est de 14%. Je n'ai jamais eu un maître d'ouvrage public ou privé qui m'a félicité pour le modèle économique et le modèle social de mon entreprise. Alors que tout le monde dit qu'il faut faire de l'apprentissage, c'est vertueux. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà une démarche RSE. C'est une démarche RSE. Vous voyez, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui qui faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. Donc, on a des raisons intrinsèques liées à la taille de l'entreprise, à notre modèle d'entreprise, qui fait que sur le champ de la RSE, on n'a pas à rougir et finalement, on n'a pas tant de grands écarts à faire pour demain être labellisé RSE. Et le quatrième volet, pour boucler la boucle, c'est imaginez demain que vous soyez labellisé RSE par un organisme qui est reconnu par l'État. Il ne faut pas que ça soit un label donné par Tartampion, donc un organisme qui est cofraqué, qui est reconnu par l'État. Imaginez que ce label, tous les ans, vous l'envoyiez aux différentes administrations de votre territoire. La Directe, la DREAL, si vous avez une question environnementale, la DGFiP, au niveau des impôts. Et sur un champ référentiel que la CPME aura négocié pour tout le monde au niveau national, et ça, je m'y emploie. C'est très compliqué, mais bref. On cherche des simplifications. Mais j'en ai trouvé une. Sur un champ référentiel, eh bien, vous ne soyez plus contrôlé sur ce champ référentiel. Pourquoi irait-on vérifier si vous avez fait un plan égalité hommes-femmes, si vous avez fait vos entretiens individuels depuis moins de 2 ans, si vous avez un label RSE et que ça fait partie, entre guillemets, de votre labellisation? Voilà, on ne viendrait plus vous embêter. Ça ne coûte pas 1 euro à l'État. Au contraire, ça permettrait de libérer des contrôleurs de certaines administrations pour aller là où vraiment il y a des soucis. Et d'encourager les vertueux plutôt que de les sanctionner. Ça ne coûterait pas 1 euro. Et en plus, pour avoir votre label, si on vous donne un petit crédit d'impôt qui vous permet de payer l'organisme qui vient vous labelliser, écoutez, ça ne coûte pas très cher et l'État, derrière, fera des économies parce que, tout simplement, il aura des acteurs économiques vertueux qui payent leurs impôts, qui s'occupent bien de leurs salariés, qui font en sorte de transformer de la matière première, qui font des services qui ne laissent pas une empreinte carbone détestable. Bref, c'est gagnant-gagnant. Voilà l'objectif vers lequel on tend. Le problème, et ça c'est un vrai combat dans notre pays, parce que ce n'est pas la philosophie, c'est quand je suis en face du législateur, donc du Parlement, des parlementaires, etc., vous avez un côté, ah ben oui, mais si on ne met pas d'obligation, ça ne marchera jamais. Eh bien écoutez, on ne peut pas non plus séparer la RSE de la réalité économique de l'entreprise, parce que si je me mets à faire du bio, et que faire du bio me fait déposer le bilan, eh bien je ne vais pas faire de bio. Voilà. C'est tout simplement. Il faut que la RSE soit un avantage économique. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'était sous-jacent au début de vos propos, mais dans le contexte actuel, effectivement, le chef d'entreprise, il est rivé sur sa trésorerie. Ah ben oui. Il n'est pas du tout forcément anti-RSE, sinon il ne serait peut-être pas créateur d'énergie et d'entreprise. Oui. Mais dans le contexte actuel, ça peut être compliqué, ça peut se comprendre. Oui. C'est son temps c'est son temps de pensée et de cerveau qui est 500% sur sa trésorerie et donc sauver l'entreprise et les emplois. Vous savez, il y a 3 choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a 3 choses qui font que je dors comme un bébé. C'est pas évident que ces 3 choses soient réunies. C'est que quand l'ambiance de l'entreprise est sympa, une bonne ambiance, c'est quand la trésorerie est positive et quand la commande est remplie. Quand vous avez ces 3 conditions réunies, en tant que chef d'entreprise, moi, je dors bien. Qui sont liées entre elles. Qui sont liées. Voilà. Et c'est pas facile d'avoir les 3 en même temps. Ouais. mais donc, aujourd'hui, globalement, dans les entreprises, l'ambiance n'est pas si mauvaise que ça, vous savez. Parce que cette période que l'on traverse, dans les entreprises à taille humaine où on travaille avec nos salariés, on a essayé de trouver des solutions ensemble. Et ce n'est pas la guerre dans les entreprises, pas du tout, bien au contraire. Moi, je ferai une remarque, c'est vraiment la colonne vertébrale du pays. Les entreprises, c'est vraiment aujourd'hui la colonne vertébrale. C'est peut-être l'un des rares endroits où, entre guillemets, on écoute le chef.
pas toujours évident, mais en attendant, quand on explique à son salarié, écoutez, ton masque, mets-le, etc., c'est important pour toi, c'est important pour les autres, c'est important pour l'entreprise, parce que si j'ai un cas positif dans l'atelier, ben, je ferme l'atelier pendant 2 jours, et là, on est dans la merde. Eh ben, ils comprennent tout de suite. Il n'y a pas besoin de brandir une amende à 135 euros. Et les entreprises ont fourni des masques. Et les entreprises ont fourni des masques. Voilà. Versus l'État. Oui, peut-être comme les collectivités du reste, mais par rapport à un État, entre guillemets, défaillant, les entreprises étaient socialement présentes. Mais bien plus que ça, même. C'est-à-dire que, Cyril, rappelez-vous, au départ, vous avez des entreprises qui sont allées spontanément, et dans la CPME, tout le réseau CPME s'est mis en branle, pour aller donner des masques au personnel de santé. Voilà. Bien sûr. Et après, moi, j'avais Muriel Pénicaud au téléphone qui disait, mais il faut remettre les entreprises au boulot. Mais j'ai dit, oui, mais attendez. Oui, bien sûr. Pas de masque, pas de travail. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça paraît tellement évident. Donc aujourd'hui, on a des masques, c'est emmerdant, mais ça permet de bosser. Donc on bosse. Voilà. Alors, 2 questions. Comment ça se passe en Europe? Et est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est assez incitatif, même si peut-être l'exécutif, quelle que soit sa couleur politique, peut avoir ce réflexe parlementaire de... un Parlement produit des lois. Voilà, ce réflexe... Mais donc c'est relativement incitatif quand même. Mais ce réflexe, on l'a à toutes les strates. C'est-à-dire que les démocraties modernes, ce sont, pour certaines d'entre elles, même beaucoup d'entre elles, l'immense majorité, sont plutôt bien administrées, mais trop administrées. Voilà. Et finalement, vous vous retrouvez en face d'interlocuteurs qui n'ont, ce que j'appelle souvent, qui n'ont absolument plus la culture PME, qui est la culture terrain, et qui finalement sont persuadés qu'ils vont faire votre bonheur à votre place, alors que finalement ils vont faire que de vous enfermer dans un système qui va vous faire péricliter. Et c'est souvent ce que je dis. Moi, ça fait 27 ans, moi j'ai PME plus 27 comme diplôme. En 27 ans, moi j'ai vu mon environnement se complexifier d'une façon mais exponentielle, incroyable, mais incroyable. Alors quand il s'agit d'obligations qui vous permettent de franchir un seuil qualitatif, de vous ouvrir de nouveaux horizons géographiques en termes de clientèle ou de nouveaux secteurs, vous l'acceptez. Mais quand c'est quelque chose que vous ne comprenez absolument pas et qu'on vous impose, le RGPD par exemple, ou les déclarations des bénéficiaires d'intérêt, 44 euros, 54 euros, 40, voilà, tous les ans, là, dès que vous avez une SI, un machin, il faut remplir tout le temps le même papier, bref. Eh bien, et encore, ça c'est pas trop grave. Mais il y a 2 ans, on a changé en 1 an 3 fois les fiches de paye, mine de rien. Bref, tout cela fait que vous avez l'impression d'être un risque-tout enquiquiné par des risques-rien. Voilà. Sans savoir qualifier ce que c'est que le risque-rien. C'est l'obligation, c'est la réglementation, c'est la normatif, voilà, c'est l'administration, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très embêtant parce que notre ADN, c'est de prendre des risques. Voilà, c'est de vivre, bon sang, notre ADN. Et si on n'encourage pas la prise de risque, eh bien, on s'effondre. Le pays s'effondre. Mais la prise de risque, on devrait la prendre à l'école. Ben, on devrait l'apprendre à l'école, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit être comme des sauvages et se dire « moi, j'en ai rien à foutre du masque, je l'enlève ». C'est pas du tout ça, non. Bien évidemment. Il faut se protéger contre la pandémie, mais il faut aussi se protéger contre le risque d'effondrement économique, bien évidemment. Et la meilleure façon, c'est de se protéger avec un masque et c'est d'y aller au boulot, quoi. Voilà, c'est d'y aller au combat. Ne pas prendre de risque est un risque en soi. Oui. Alors, le pays s'est hyper administré et on l'a vu pendant le problème des masques par l'administration. Qui freinait le développement des masques et la fourniture des masques par les collectivités ou parfois par les entreprises, où on vous dit de faire autre chose et que vous soignez le pays en fournissant des masques au personnel de santé qui soignait nos aînés. Par contraste, en Europe, est-ce que il y a une culture RSE importante, point d'interrogation. Oui. Est-ce que c'est incitatif ou légalisé? Alors, on est plus vers le légalisé que l'incitatif, parce que vous retrouvez la même structure de pensée et le même type de fonctionnement qu'on a avec l'administration française. Technocrate un peu. Oui, voilà, c'est technocrate. C'est technocrate. Que ce soit sur YouTube. Et alors, on a à la CPME, vous avez une organisation qui s'appelle SME United. SME en anglais, c'est Small Middle Size Enterprises, c'est les PME. Et SME United est présidé par Alban Madjar, qui est un adhérent de la CPME. Donc la CPME est aux manettes de SME United. Il y a 27 adhérents. Tous les pays d'Europe sont représentés, bien évidemment la France aussi. Et donc on a 2 permanents CPME qui sont à Bruxelles. Et moi, alors évidemment là ça s'est arrêté, mais tous les trimestres, je passe 1 à 2 journées à Bruxelles où je rencontre des commissaires européens, où je rencontre les parlementaires, etc. etc. Et ce qui est parfois très surprenant, très étonnant, vous voyez, c'est que moi, combien de fois ça m'est arrivé de rencontrer des hauts fonctionnaires, des commissaires, qui me disent « mais vous êtes le premier patron de PME qu'on rencontre ».
C'est-à-dire que finalement, on est très peu présent. Et on sous-traite notre présence à d'autres organismes. Voyez ? Ou à des lobbies. Ou à des lobbies. Ouais. Voilà, ou à des lobbies. Alors, il y a des lobbies qui, par contre, eux, sont très présents. Hein. Les grands groupes n'ont pas besoin de la CPME pour faire du lobbying. Hein. Et par exemple, sur le salarié détaché, où nous, on portait une parole des PME, en face, vous aviez de très grands groupes qui combattaient exactement l'inverse. Voyez ? Donc il faut voir un petit peu comment les choses se fabriquent. Hein. Et du coup, quand vos interlocuteurs n'ont aucune culture PME, parce qu'ils ont souvent fait des études brillantissimes qu'on pourrait rêver pour soi-même, pour ses enfants, hein, pour se retrouver dans des postes de hauts fonctionnaires à Bruxelles, ils sont très très loin de la culture PME. Hein. Et c'est là où je vous dis, le danger, c'est qu'ils pensent faire votre bonheur à votre place alors qu'ils vous enferment. Hein. Donc, à nous de nous organiser. C'est pour ça, vous savez, l'engagement syndical, c'est pas rien. Hein. C'est super important. Hein, parce que ma légitimité, c'est vous. Hein. C'est pas François Asselin tout seul, etc. C'est le nombre d'adhérents que j'emmène avec moi qui fait que j'ai du poids, si vous voulez. Hein. Et ce à quoi je tiens beaucoup à la CPME, hein, c'est que ces mandats soient tenus par des chefs d'entreprise. Et je suis très heureux qu'Alban Madjer, qui a été élu à la tête de CMI United, ça soit un vrai chef d'entreprise. Hein. Il a une entreprise dans les compléments alimentaires qu'il a fondée tout seul. Hein. D'une trentaine de personnes. Voilà. Et donc, quand on est en face de ces gens, je peux vous dire, ce que nous sommes, intrinsèquement, pèse énormément. Il ne faut pas croire. Ils nous écoutent. Alors après, toute la difficulté, c'est de transformer en acte l'écoute qu'ils peuvent nous accorder. Et là, c'est très compliqué. Parce que, comme je vous dis, il y a un vrai problème de culture PME. Hein. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, comme on l'a fait sur le protocole, hein. Quand Elisabeth Borne est arrivée en remplacement de Pénicaud, je lui ai dit, écoutez Elisabeth, je dis, ce que je vous demande, c'est tout simplement, avant de sortir quelque chose, un nouveau protocole, vous nous consultez. Vous nous consultez. Hein. Le dernier protocole qu'on avait eu, hein, on l'a eu dans le journal du dimanche, hein, un dimanche après-midi, pour application le lundi matin, alors qu'il y avait eu plus de 80 guides des bonnes pratiques qui avaient été mis en place dans toutes les différentes branches professionnelles. Et ce nouveau protocole venait foutre en l'air certains des guides pratiques. Mais c'est insupportable, insupportable. Hein. Je ne vous explique pas les échanges que j'ai pu avoir avec le gouvernement sur ce point-là. Là, hein, la première version du nouveau guide sanitaire, je vois dans le guide sanitaire, hein, vous voyez, l'importance des entrepreneurs qui regardent ça. Je vois dans le guide sanitaire qu'on ne pouvait pas asseoir quelqu'un à droite d'un chauffeur. Ah, je lis ça, j'appelle la ministre et je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. Là, j'ai lu un truc. Si on laisse comme ça, ouais, on arrête les chantiers. Du jour au lendemain la France laborieuse. Ouais. Comment ça, expliquez-moi. Écoutez, il n'y a pas un véhicule utilitaire, ou très peu, qui ont une banquette arrière. C'est tout. Ah, on n'avait pas vu. Voilà. Ben oui. Oui. Ben oui. Mais, et pour autant, ceux qui écrivent ça, mais la vache, ils sont super intelligents. Ils sont top niveau. Non, mais ils n'ont peut-être pas de véhicule utilitaire. Mais voilà, ouais. Sauf qu'ils n'ont pas de véhicule utilitaire. Hein. Mais moi, j'en ai pas de véhicule utilitaire. Mais j'ai une entreprise où j'ai 47 véhicules utilitaires. Donc demain, 130 bonhommes, 130 véhicules, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que le véritable enjeu, c'est pas effectivement d'avoir cette tentation facile et un peu lâche de légiférer en haut, avec ce problème de gouvernance qui est dans notre pays depuis pas mal d'années? Et est-ce que, justement, le véritable enjeu, ce serait plutôt l'évaluation? Parce que le chef d'entreprise, ce qu'il a besoin, c'est d'un état d'esprit d'entreprise, de partager, d'être dans l'incitatif et pas du tout dans le coercitif. Exactement. Et deuxièmement, de driver, excusez-moi l'expression, donc de travailler et d'avoir des retours sur son investissement, matériel ou immatériel. Donc l'enjeu de la RSE, c'est l'évaluation pour bien la piloter. On est bien d'accord, c'est l'évaluation. Concret, ça. Et ce que je trouve intelligent dans la RSE, c'est que quelque part, on a un regard global sur l'entreprise. C'est pas, entre guillemets, le formulaire que vous cochez dans la bonne case et que vous devez envoyer avant telle date pour qu'on vous dise « Ah, c'est bien ce que vous avez fait ». Vous savez, c'est un petit peu comme les entretiens individuels. Il y a eu un accord interprofessionnel qui avait été signé en 2014 que la CPME n'a pas voulu signer. Je suis fier que la CPME ne l'ait pas signé. Pourquoi ? Parce que dans cet accord, qui avait été signé par une autre organisation que je ne citerai pas, si jamais vous ne faites pas vos entretiens individuels tous les moins de 2 ans, en cas de visite de la patrouille, vous pouvez potentiellement avoir 3 500 € d'amende par salarié. C'est criminel. Pourquoi ? Parce que dans plein de boîtes, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ressortez la liste du personnel, hein, vous cochez si vous avez fait l'entretien individuel et puis vous faites signer vite fait une feuille. Hein. Dans les grandes boîtes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place des plateformes numériques pour envoyer des mails
d'entretien individuel aux salariés, hein, avec la preuve qu'ils avaient envoyé le mail, que le salarié réponde ou ne réponde pas. Écoutez, nous, on a convoqué pour l'entretien individuel, vous ne l'avez pas répondu, mais nous, on est... Voilà. Hein. Et donc, on en fait un acte administratif, alors que c'est un acte profondément humain. Hein. On transforme l'acte administratif en cœur à cœur, hein, lorsqu'on est un petit peu libre. Hein. Donc, c'est exactement contre ça, nous nous battons à la CPME. Hein. Mais avec le digital et cette facilité fonctionnelle, il peut y avoir des dérives. Mais il peut y avoir des dérives, bien évidemment. On envoie un mail à tout le monde en 2 minutes, en fait. Bien sûr. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est que ça repose sur des vraies valeurs. Voilà. C'est qu'on ne se mente pas les uns les autres. Hein. Et quand on vous parle RSE, ça commence déjà par la relation donneur-d'ordre sous-traitant. Hein. Moi, je suis scandalisé de voir comment, parce que j'en parle souvent avec Pascal, et je peux vous dire que là-dessus, je ferai... Voilà, tant que je serai aux manettes, je vais voir comment on peut avancer, mais de voir comment la maîtrise d'œuvre est traitée par la maîtrise d'ouvrage publique, et parfois privée, en matière de délai de paiement. C'est scandaleux. C'est pas normal. Pourtant, pour le coup, il y a des obligations à 45 jours. Bien sûr. Si je ne me trompe, qui ne sont pas respectées. Eh bien, elles s'en affranchissent. Point. Hein, et donc ces gens-là... Il ne pourrait pas y avoir un principe de pénalité pour être coercitif? Ben si, il y en a un principe de pénalité, bien sûr, mais allez réclamer vos intérêts moratoires, vous allez avoir 2 cacahuètes, et pendant ce temps-là, vous avez votre banquier, il va vous fermer le robinet. Alors, on perd son client, après. Et on perd son client, voilà. Hein. Donc, mais la RSE, c'est ça. C'est une relation contractuelle équilibrée. Une attitude. Une relation contractuelle tout simplement équilibrée, où on se respecte les uns les autres. Quoi. Je vous ai livré une prestation, elle vous convient, ben vous me payez en temps et en heure, point. Voilà. Alors que là, alors d'abord on confond chiffre d'affaires et rémunération, hein, bien souvent. Hein. On pense que c'est du salaire qu'on donne au chef d'entreprise. Ben non, ça lui permet de payer ses charges avant tout. Hein. Donc, si vous voulez, la RSE, c'est très subtil. Hein. Et là où on aura réussi, c'est pour ça que nous sommes vraiment pour une approche sectorielle. C'est-à-dire que quand tous les acteurs d'un secteur d'activité, eh bien, petit à petit, s'engagent dans la RSE, eh bien, les dérives, entre guillemets, eh bien, doivent se corriger naturellement. Si tout le secteur de la construction était majoritairement était labellisé RSE, les problèmes qu'on a pu avoir sur la fraude au détachement, on ne les aurait pas. On ne les aurait pas. Parce que les véreux, pas les vertueux, les véreux, ils auraient été exclus automatiquement du groupe. Ils n'auraient plus de marché. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a un caractère vertueux. Voilà, bien sûr. Il y a une prime aux vertueux. Alors justement, est-ce qu'on a bien compris, et c'est très important parce que vous êtes dans l'incitatif, sur l'état d'esprit, qu'il y a des guides de bonnes pratiques, c'est-à-dire que si on est membre, ou je ne sais pas, peut-être pas membre de la CPME, on peut accéder à ces bonnes pratiques parce que comme M. Jourdain qui faisait de la profession de savoir, peut-être qu'on peut se dire, ah ben là je suis en train, et ce n'est pas évident pour le chef d'entreprise avec tous ces problèmes de trésorerie actuels, se dire, voilà comment je me mets le pied à l'étrier, donc on a accès à des guides de bonnes pratiques. Peut-être sur le site de la CPME. Alors, à la CPME, les fédérations professionnelles. Oui, on ne fera pas à la place d'eux. C'est-à-dire que la CPME n'est pas un organisme labellisateur, ou voilà, on ne va pas se substituer à ceux dont c'est le métier. Par contre, on peut orienter l'adhérent vers des sociétés de services qui ont cette mission de labelliser les entreprises sur le champ de la RSE. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des outils qui sont complètement adaptés eh bien, à la taille de l'entreprise. C'est pas un grand barnum, la RSE. Oui, c'est un engagement, mais franchement, c'est adapté aujourd'hui à la taille des entreprises. Et vous avez des CPME qui ont engagé une sorte de RSE territoriale. Je pense entre autres à l'île de la Réunion, qui ont fait un travail de fond assez remarquable. Alors évidemment, c'est une île, donc géographiquement, c'est assez facile d'isoler les sujets. Mais quand même, ils avaient fait toute une étude pour se dire, mais comment peut-on, entre guillemets, investir, se développer, consommer intelligemment au niveau de l'île de la Réunion. Ils ont fait toute une étude en regardant ce qu'ils allaient chercher à l'extérieur de leur île et qu'ils avaient à l'intérieur. Ils se sont aperçus que c'était des centaines de millions d'euros qu'ils achetaient à l'extérieur avec une empreinte carbone, bien sûr, catastrophique, parce qu'en dehors du cargo ou de l'avion, voilà, et donc empreinte catastrophique, alors que ces centaines de millions d'euros, ils pouvaient les trouver sur place, voilà, d'une façon tout à fait, on va dire, comparablement en qualité, en compétitivité par rapport à ce qu'il a cherché à l'extérieur. Mais là, ça veut dire que la stratégie de relocalisation, si on développe ça à l'échelle de l'ensemble du territoire,
c'est une démarche quelque part RSE dans l'esprit social et économique. Mais on peut aussi, un chef d'entreprise TPE peut dire, ah oui, mais moi, c'est parce que j'achète une partie de mes stylos billes en Asie que j'arrive à les faire à faible coût et les vendre à supermarché avec un faible pouvoir d'achat qui s'amenuise en France. Donc, c'est pas si facile que ça comme discours. Non, vous avez raison. Et effectivement, il y a des pans entiers de notre économie qui, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, vous savez, c'est pas en se recroquevillant sur son île ou sur son petit village gaulois qu'on va faire avancer le pays. On a dans le pays à peu près 25%, un peu plus de 25% des salariés du secteur marchand qui travaillent directement ou indirectement grâce à l'export. Donc on a besoin tous les uns des autres. Par contre, on a le droit d'être intelligent aussi. Et c'est ce qu'ils ont fait à La Réunion. C'est-à-dire que pourquoi aller chercher très loin ce qu'on a sur place. Voilà. Et derrière, mine de rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des années, eh bien, ils renforcent des filières, y compris la formation. Pourquoi aller se faire diplômer très loin de chez soi alors qu'il y a potentiellement le nombre de jeunes et les débouchés derrière pour le faire sur l'île. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a des classes préparatoires qui sont mises en route, c'est comme ça qu'ils ont une école d'ingénieurs qui maintenant fonctionne et forme d'excellents ingénieurs. Enfin bref, vous voyez, Ils se sont armés, en fait. Ils se sont armés, mais là, effectivement, c'est pas de l'échéance électorale à 5 ans. Quoi. C'est du 10, 15, 20 ans. Vous voyez, voilà. Et c'est ce qu'on a besoin quelque part. C'est du bienfait social et économique. C'est ça. Est-ce que vous avez, puisque vous avez une vue européenne sur la RSE, des retours d'expérience de la part des États ou des collectivités qui, dans certains pays, ont plus de droits d'expression, je pense à l'Allemagne, ou des salariés ou des chefs d'entreprise, des bonnes pratiques en matière de RSE qui pourraient nous inspirer? Alors, il y a... oui, vous avez des pays... Alors, évidemment, tout le nord de l'Europe, l'Allemagne aussi, sont... Alors d'abord parce qu'il y a un corps social qui est un petit peu différent d'une autre en France. En France, effectivement, on est plutôt... on est très gaulois, on aime bien contester, etc. Dès qu'il y a une règle, c'est le système D, on cherche comment contourner la règle. Le corps social de ces pays-là... Voilà, alors ça c'est avantage, c'est aussi c'est inconvénient parce qu'il y a un côté aussi un petit peu troupeau, donc collectivement ils peuvent faire des bêtises, ce que nous on ferait peut-être pas non plus. Voilà. Mais globalement sur ce champ-là, c'est beaucoup plus consensuel. Ils ont aussi parce que quand on fait une RSE, il y a un côté dialogue social important, et on a une vision du syndicalisme en France qui est le rapport de force. Et combien de fois, j'essaie d'expliquer que lorsqu'on arrive au rapport de force, c'est qu'on a échoué sur le dialogue. Quand dans votre entreprise, avec vos salariés, vous arrivez au rapport de force, c'est que vous avez échoué. C'est quasiment l'avant-dernière étape. Ben voilà, c'est l'avant-dernière étape. Or, aujourd'hui, la position, si vous discutez d'ailleurs, ils le disent, nous, syndicalistes, on installe nos dialogues dans le rapport de force. Voilà. Il faut peser pour discuter. C'est un peu vicié, oui. Voilà, donc, si vous voulez, on a une vraie difficulté par rapport à tout ça. Voyez. C'est-à-dire que sur un sujet qui vraiment, vraiment devrait faire consensus au niveau sommital, il le fait au niveau du terrain. Parce que si vous discutez d'une démarche RSE avec vos salariés, vous n'allez pas avoir d'obstacles. Mais quand vous discutez un petit peu plus haut, eh bien, on va vous dire « Ah oui, mais nous, à travers ça, voilà ce qu'on veut obtenir. » Alors que quoi, finalement, qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est d'améliorer le bien commun. C'est pas d'améliorer ma situation à moi, François Asselin, ou à moi, salarié de l'entreprise Asselin, c'est d'améliorer le bien commun qu'est l'entreprise, qui doit profiter au plus grand nombre. Point. C'est ça l'objectif de la RSE. Et puis au-delà du bien commun de l'entreprise, c'est le bien commun de mon territoire, c'est le bien commun de mon pays, c'est le bien commun de la planète. Donc le sujet du congrès, c'est la rupture et la confiance permet d'atténuer les ruptures. Bien évidemment. Les procès d'intention. Bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution que vous, chef d'entreprise, à l'échelle plurielle, puisqu'il y a 2,5 millions à 3 millions d'entreprises en France, c'est travailler sur l'évaluation, puisque l'évaluation, elle sera co-créée par tout le monde, par les salariés, par les partenaires de l'entreprise, et elle sera partagée par tout le monde. Et on verra que l'évaluation de la RSE, c'est incitatif, c'est pas coercitif, mais justement, quelque part, ça participe au bienfait. Et peut-être la clé de tout ça, ce qui n'est pas facile, c'est des critères qui sont extra-financiers, parfois sur l'immatériel, mais on est suffisamment intelligent en France, puisqu'on a beaucoup de technocrates aussi, pour définir ces critères. Et l'évaluation, ça peut être justement la clé de voûte, qui est la preuve à partager, comme quoi, vous voyez, ça participe au bienfait. Bien évidemment, mais vous savez, dans la petite entreprise, si on s'attache qu'aux critères financiers, on se plante complètement sur la bonne marge de l'entreprise. Une entreprise, on le sait très bien, c'est un tout. Et c'est avant tout une communauté humaine. Et bien souvent, quand on regarde uniquement le compte des résultats ou le bilan de l'entreprise pour faire son évaluation, on se plante
on se plante littéralement. La financiarisation de l'économie a d'ailleurs énormément de travers sur ce champ-là. Et on a très bien vu de très belles pépites, de très belles PME achetées par des fonds d'investissement qui, de session en session, se sont trouvés complètement dépouillés et ont perdu leur âme. Alors qu'à l'origine, c'était des belles boîtes qui avaient un avenir économique radieux. Comme quoi, ça passe toujours par les hommes et pas que par l'argent, bien évidemment. Alors, il y a une principe de réalité. Si vous équilibrez pas vos recettes et vos dépenses, écoutez, ça commence comme ça. Ça commence par ça d'abord, une entreprise. Voilà. Il faut être profitable, c'est évident. Encore faut-il le rappeler. Mais si demain, effectivement, le fait d'être labellisé RSE fait que dans un marché, on va plutôt vous choisir plutôt que quelqu'un qui n'est pas labellisé, eh bien c'est là où ça va commencer à devenir très intéressant et très incitatif. C'est exactement ce qui s'est passé dans le domaine alimentaire, entre le bio et le non-bio. Voilà. Vous avez aujourd'hui des chaînes de distribution florissantes qui se sont créées sur le marché du bio, parce que tout simplement, il y a aujourd'hui une clientèle qui est très sensible au fait qu'on produise bio. Eh bien, dans l'activité de votre entreprise, je rêve qu'un jour, ça soit la même chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un beau label, il suffit tout simplement de l'incarner dans la vie de tous les jours, dans les relations contractuelles que vous pouvez avoir avec vos clients, avec vos fournisseurs, et que vos clients, eux aussi, toute la chaîne de compétences, et pour ça c'est une question de filière, respectent, entre guillemets, les mêmes règles du jeu où l'homme est au centre de tout. Avec des grands groupes de distribution maintenant qui cherchent à racheter des entreprises de bio. Dans une logique même de valorisation parfois boursière, ce qui est un peu paradoxal. Ce qui est complètement paradoxal, mais rien n'est parfait dans ce bas monde. C'est compliqué. Mais ce qui veut dire qu'il faut que vous conseillez aux dirigeants d'entreprise qui sont ici de s'approprier progressivement la RSE. Comment on fait ses parents? Ils n'ont pas forcément les moyens, ce n'est pas des grands groupes, d'avoir le monsieur ou la madame RSE. C'est de regarder les bonnes pratiques, regarder peut-être avec des jeunes qui sont dans cette culture de RSE, vous en parliez, et d'essayer de faire émerger déjà des projets, d'y aller progressivement pas à pas. Mais complètement. Pragmatique. Mais vous parliez de la grande distribution, mais regardez aujourd'hui comment le modèle de la grande distribution est percuté par les habitudes des consommateurs. Alors déjà, les habitudes d'acheter à distance, mais pas que. Et Amazon, oui. Pas que. Aujourd'hui, vous regardez les rayons crèmerie des hypermarchés ou des supermarchés, vous avez de plus en plus de yaourts, de beurre qui viennent de fermes locales. Parce qu'ils se disent, la clientèle demande ça. Donc, si vous voulez, c'est une réaction en chaîne, quelque part, qu'il faut obtenir, mais vertueuse. Oui. Mais il y a un grand groupe, en l'occurrence, qui a réussi. Ah oui. Graham Bank, Franck Ribot, Danone, qui il y a 15 ans, avec Mohamed Younous, a déjà initié ça. Complètement. Donc là, il y a eu des démarches très Emmanuel Faber, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, là aussi, a complètement compris les clés du succès et du long terme. Ça, c'est vraiment du long terme. Et vous le partagez avec toute la filière TPE-PME de l'agroalimentaire? Pas tout le temps, parce que si vous voulez, travaillez avec... bien sûr. En osmose. Alors nous déjà, on a beaucoup d'adhérents qui sont dans la distribution. On a beaucoup, par exemple, de patrons de la Système U, beaucoup, Intermarché aussi, puisque ce sont des indépendants. Oui, c'est des... Et là, eux, ils ont complètement compris quelle était l'évolution des modes de consommation. Et je peux vous dire qu'ils s'adressent bien évidemment aux acteurs locaux, de plus en plus d'ailleurs. Parce que la clientèle demande ça, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas que de la philanthropie, il ne faut pas se tromper. Ça permet aussi, entre guillemets, de bien gagner sa vie, de développer C'est vertueux, voilà. Donc, c'est l'alliance de l'humain, parfois de l'humanitaire ou du social, avec le, sans employer de gros mots, le business. Mais bien sûr, et on améliore la qualité du produit, la qualité de la relation client-fournisseur, que ce soit le B2B, le B2C. Mais si je fais un parallèle avec la construction, je suis parfois estomaqué de voir comment on a une énorme difficulté à faire comprendre ce que c'est qu'un ouvrage qualitatif, quoi. C'est-à-dire que collectivement, parfois, on a franchement baissé les bras, quoi. Et on accepte des choses en matière de réception d'ouvrage qu'on n'aurait jamais dû accepter, par exemple. Parce que tout simplement, on s'est paupérisé dans la profession. Il faut bien dire les choses. Et c'est vachement dur de faire comprendre à un maître d'ouvrage que, tout a un prix. Et la qualité en a un aussi. Voilà. D'où l'importance du chiffrage. D'où l'importance du chiffrage, et d'où l'importance de donner du sens au chiffrage. Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas vous que je vais l'apprendre, quoi. Mais quand vous avez en face de vous un maître d'ouvrage qui dit, écoutez, alors d'abord, vous allez avoir un maître d'œuvre, un architecte qui va vous faire un super croquis, une belle image, voilà, qui fait rêver le maître d'ouvrage, qui va commencer à dire non, il n'y en a pas pour 20, il y en a pour 15. Puis derrière, vous avez l'économiste qui rame, qui dit attendez, il y en a pas pour 20, il y en a pour 30. Pas pour 15, il y en aura pour 30. Donc c'est là, si vous voulez, où vous avez pour ça un rôle hyper important et en même temps extrêmement compliqué de faire comprendre à vos clients que tout a un prix et que une prestation
D'ailleurs, la maîtrise d'œuvre en est une aussi. Quand elle est qualitative, eh bien, elle doit s'acheter au prix où elle mérite d'être achetée. Voilà. Sinon, c'est en cascade, on a de moins en moins cher, quoi. Et c'est là où on arrive à du salarié détaché, non déclaré, à du grand n'importe quoi. Hein. Et c'est là où, entre guillemets, lorsque on est d'accord sur le niveau de prestation et que le client met le prix qui correspond à ce niveau de prestation, où là, on peut être exigeant. Et ceux qui font du mauvais boulot, eh bien, il faut les sanctionner. Voilà. C'est une notion de respectabilité qui permet après d'avancer sur la RSE. Bien sûr. Dans la transaction, sûr. maître d'ouvrage, maître d'œuvre, client, prestataire. Mais bien sûr, on a tous connu des clients qui parfois ont acheté du bâtiment, de la construction, comme on achète, comme on est dans une centrale d'achat d'un grand distributeur, hein, en serrant tous les boulons, et puis à l'arrivée, qui a une exigence encore 10 fois supérieure par rapport au prix qu'il a accepté de mettre, quoi. Et ça, c'est épouvantable, c'est insupportable. Hein. Et ça donne des catastrophes en bout de chaîne, voilà, de la sinistralité, une image qui se dégrade du métier, tout le monde s'engueule, personne n'est content, et voilà, quoi. Hein. Et pour autant, on a moyen, très sincèrement, de faire beaucoup mieux. Hein. Et mine de rien, si vous avez toute une filière qui se labellise RSE, hein, que ce soit l'investisseur dans l'immobilier, en passant par l'économie jusqu'aux entreprises, eh bien là, effectivement, on peut d'abord parler qualitatif avant uniquement de parler délai et prix. Alors, petite remarque avant de vous poser une question, et intervenez quand vous le souhaitez. Pour éviter une rupture avec les jeunes, parce qu'on en a parlé hier, les jeunes, on leur laisse un fardeau, en l'occurrence de dette. Ils n'ont pas d'emploi pendant quelques temps, c'est très compliqué. Et les jeunes, justement, ils sont sensibles à cet état d'esprit. Donc, faire venir des jeunes dans les entreprises, peut-être par l'apprentissage, et si tant est que ce soit possible économiquement d'engager, ce qui est compliqué, c'est aussi une chance aussi pour développer une culture RSE. Ah ben bien sûr. Alors d'abord, il faut aimer les jeunes. Hein. Et puis, si vous êtes en âge de faire des enfants, faites des enfants. Si vous avez des enfants, dites-leur de faire des enfants. Parce qu'avec tout ce qu'on est en train de creuser comme trou, il va falloir, on a besoin d'eux. Vous avez compris pourquoi. Hein. Voilà, il faudra solder la dette. Hein. Donc il faut aimer les jeunes. Hein. Alors, moi, je les aime beaucoup. Mais et comme vous aviez toujours opté pour l'apprentissage, c'est aussi une plus-value culturelle dans la pratique d'un métier. Oui. Si on les manage, hein, bien sûr. Oui. Vous avez les chiffres qui ne trompent pas. Vous savez, quand vous regardez le top 5 des grandes écoles de commerce, hein, y compris d'ailleurs dans les écoles d'ingénieurs, on a la même évolution. Le pourcentage des jeunes qui choisissent le monde de la PME et de la TPE est en régulière augmentation. Ouais. C'est constant. Hein. Ça veut dire quoi? Exactement ce que je vous disais. Ils cherchent du sens. C'est-à-dire qu'ils se méfient de plus en plus de la grande entreprise, parce qu'ils se disent, voilà, la quête de sens là-dedans, pour qui je bosse, pourquoi je bosse, ça n'en parle plus. Ouais, voilà. Alors, parfois, avec un peu de naïveté, ils se disent, dans la petite entreprise, ça va être beaucoup plus sympa, etc. Bon, ils vont s'apercevoir que, des fois, c'est moins sympa qu'on l'avait imaginé, parce que des fois, il faut faire la toilette, il faut désinfecter les toilettes soi-même, il faut aller chercher papier toilette parce qu'il n'y a personne pour aller chercher à sa place, et que, bon, voilà, hein, mais c'est la vie de tous les jours, ça, hein, c'est des petites boîtes. Hein. C'est clair. mais en attendant, il y a une évolution tout à fait positive. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les jeunes à fort potentiel, hein, donc l'élite de demain, eh bien, sont quelque part admiratifs de gens comme nous. Voilà. Hein. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je suis intimement convaincu que si on n'est pas trop idiot collectivement et qu'on sait mettre un environnement autour de ceux qui ont cette magnifique capacité à prendre des risques, un jour à se mettre à son compte ou à reprendre une activité, eh bien, on peut avoir franchement une colonne vertébrale qui se renforce dans notre pays et qui souffle un bon vent de jeunesse. Ça sera peut-être à des gens comme nous, qui peuvent être influents dans certains milieux, de leur permettre de construire un environnement qui leur sera favorable, avec plus de mesures incitatives que coercitives. Donc là, c'est un climat de confiance que vous escomptez. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, puisque c'est un sujet tellement important, monsieur? Oui. Ça marche? Ah oui, ça marche, oui. Oui, j'ai une question à te poser. Merci François. À l'Intech, on a un ADN, on a toujours eu des jouets trouve tout chez nous. On était assez précurseurs sur des certaines idées. Et comme il y a le président de l'OPQTech là, qui est à ma gauche, là-bas, en bas, là, je me posais la question en termes de RSE, si on ne pouvait pas imaginer une qualification ou une option RSE pour les cabinets d'économistes, avec peut-être une petite formation à la clé. Ça pourrait peut-être nous donner un petit avantage, en tout cas une impulsion. Voilà. Une démarche de label. Voilà, de label. Est-ce qu'on peut, via un organisme, parce qu'ils sont confraqués, hein, l'OPQTech. Oui, bien sûr. Oui. Ah bah bien sûr. Il suffit de payer.
Mais payer à l'OPQTech. Non, mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que nous, ce que l'on fait, on a une cellule à la CPME qui accompagne les branches professionnelles ou les filières pour y voir clair dans une démarche de filière RSE. C'est-à-dire que nous, on va, entre guillemets, leur expliquer comment, voilà, en termes de filière, ça peut fonctionner. Et après, c'est à la branche, au syndicat, de construire, entre guillemets, sa démarche RSE avec le partenaire qu'il veut se choisir. Et après, aux membres de l'Intec d'y adhérer ou pas, après chacun est libre. Nous, c'est ce que nous recherchons. Chacun doit être libre. Voilà. Et de rendre cette chose-là comestible par rapport au secteur d'activité et à la taille des acteurs de ce secteur d'activité. Parce que, sans rien reprocher, entre guillemets, au Syntec, qui est très RSE, mais enfin bon, entre Aegis et un économiste de la construction, si on met le même type de RSE, c'est clair, quoi, le marché va être nettoyé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le droit aussi d'être intelligent là où on est et de saisir ces outils qui existent comme la RSE pour... Il faudra du temps, mais pour se dire, tiens, voilà. Et quelque part, vous savez, je pense que dans la construction, alors il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais on a quand même loupé un petit peu le coche de ça. C'est-à-dire que ce que je vous disais, vous voyez, les problèmes qu'on a eus, souvent on s'est fait accrocher sur voilà, la sinistralité dans le bâtiment, sur la fraude au détachement, etc. Mais si toute la profession, depuis déjà très longtemps, s'était engagée profondément, sans emmerder la terre entière, sans emmerder les acteurs de la construction, dans une démarche RSE de filière, je peux vous dire, comme je vous disais, il y a des sujets qui ne seraient plus des sujets, parce que ça serait autorégulé, quoi. Voilà. Je suis investisseur, je suis promoteur, je lance un programme de promotion immobilière. Si j'ai une entreprise qui fait aucun apprentissage, qui a que ses salariés, même si c'est légal, qui viennent de l'extérieur, ah ben oui, mais je ne pourrais pas mettre le label RSE sur ma construction. Parce que là, j'ai un petit problème d'organisation, là. Ou de cohérence, plutôt. Vous voyez c'est ça ce qu'il faudrait qu'on arrive à obtenir. Et du coup, on n'a pas besoin du législateur pour ça. Ça s'autorégule. Voilà. Et c'est la qualité tout le temps. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, mais comment je suis atterré de voir comment on abdique devant la non-qualité, parce que finalement, on n'a même plus d'interlocuteurs, on n'a même plus d'entreprises parfois qui comprennent ce que c'est que le niveau de qualité minimal. Quoi. C'est terrible, ça s'est paupérisé. Vous vouliez peut-être intervenir, non ? Attendez, j'en ai un là. Oui, j'adhère assez bien à ce qui a été dit, parce que c'est vrai qu'on est globalement tous à l'Intec très majoritairement des PME. Donc effectivement, quand on nous compare à Aegis et ce que Aegis est capable de déployer pour être dans une démarche RSE, c'est vrai que, y compris pour moi-même, j'ai un petit peu peur. Donc effectivement, on est assez preneur de voir ce qui pourrait être fait pour des entreprises à taille humaine comme nous le sommes. Et donc, je suis très preneur de la proposition. Ouais, pas de problème. Et moi, mon rôle, là où je suis en tant que président de la CPME, c'est d'obtenir du gouvernement et donc du législateur tout ce référentiel administratif qui permettrait d'éviter d'être contrôlé deux fois. Vous êtes labellisé RSE, vous envoyez, comme je vous disais, votre label à la directe, etc. On ne vient plus vous contrôler sur des choses qui sont intrinsèquement liées à votre label RSE. Et comme je trouve ça très intéressant, parce que comme je vous dis, c'est une approche globale de l'entreprise, la RSE. C'est-à-dire qu'une année, écoutez, on peut baisser en performance sociale, mais pour autant, vous n'allez pas perdre votre label. Sur le champ social, si jamais, comme je vous disais, vous ne cochez pas le bon formulaire à la bonne case et à la bonne date, en cas de visite de la patrouille, on ne cherche même pas à comprendre, puis 1% de pénalité sur la masse salariale. La RSE, c'est complètement le contre-pied de cela. C'est-à-dire, écoutez, là, il faudrait vous améliorer, on vous laisse un an pour le faire, il n'y a pas de problème. Et vous allez y arriver, on va vous accompagner pour le faire. C'est une démarche vraiment que je trouve extrêmement positive et intelligente. Mais est-ce que les labels ont des outils d'évaluation assez... ou c'est en cours ? Parce que c'est une condition sine qua non. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez certaines professions qui ont bien sûr travaillé sur leur outil d'évaluation, leur référentiel. Il y a plein d'endroits où ça existe déjà, bien sûr. D'accord. Donc ça ferait moins d'administratif, moins de coercitif. Oui, bien évidemment. Vous avez dépassé la ligne blanche ou jaune. Voilà. Et avec une politique RSE, avec une souplesse selon les contextes. C'est un petit peu comme le permis à points, sauf que là, c'est pas un radar automatique. Quoi. Vous discutez avec une personne. Oui, bien sûr. Donc là, vous sentez... Oui, Madame. Marche.
Non. Non. Je crois qu'il y a 2 micros dans la salle. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive. Merci. Isabelle Morel, Fédération du bâtiment des Pays de la Loire. Comme on parle du secteur de la construction, Bien sûr. juste pour vous dire qu'on travaille quand même au niveau de la Fédération du bâtiment sur des outils pour nos adhérents, des outils RSE, qui devraient paraître à l'automne, donc c'est très très prochainement. On a mis plusieurs mois à sortir un petit outil d'autodiagnostic pour les entreprises, pour qu'elles sachent où se positionner, parce que vous en parliez tout à l'heure, il y en a qui en font sans le savoir, et des outils spécifiques au secteur de la construction, c'est-à-dire on parle de la parité homme-femme. Dans certains secteurs, ça va être quand même plus simple de respecter cette parité que dans d'autres. Donc on développe ces outils, on essaye de faire en sorte que les entreprises identifient les piliers sur lesquels elles font déjà de la RSE ou ceux sur lesquels elles peuvent progresser encore. C'est une démarche de progrès aussi, la RSE. Et puis, une espèce de petite labellisation pour les valoriser auprès de la maîtrise d'ouvrage parce que, comme vous l'avez aussi dit, ça vient beaucoup des clients. Les évolutions des entreprises du bâtiment, en fait, viennent beaucoup des exigences des clients, de la maîtrise d'ouvrage en général. Voilà. Et à la Fédération du bâtiment, au niveau national, c'est Jean Passini qui s'en occupe, qui est un bon copain, on se connaît très bien, qui est quelqu'un de très grande qualité et qui, dans sa propre entreprise, il fait de l'étanchéité, a fait une démarche RSE remarquable. Voilà. Et avec votre copine Catherine Garniot aussi, qui est menuisière. Voilà. Exactement. Donc Catherine, qui est ce petit groupe de travail en fait. Qui est adhérente à la CPME. Certainement. Ce petit groupe de travail a été composé d'entreprises de toute taille. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, la fenêtrière, ça doit être 5. Ils sont entre 5 et une petite 10. dizaine. Et il y avait aussi une grosse entreprise, enfin une PME, une grosse PME de Paris. Et les échanges étaient intéressants parce que souvent, les plus petites, les TPE ou les PME disent « mais moi, je ne peux pas y arriver parce que vous disiez, j'ai personne dans l'entreprise qui va pouvoir m'aider dans cette démarche ». Et c'est vrai qu'on est aussi là pour accompagner les entreprises dans cette démarche-là. Voilà. Très bien. Donc on sent que les branches professionnelles s'approprient la RSE. Ah oui. Oui. On a d'ailleurs eu, j'étais un petit peu étonné parce que quand on a lancé ça, la CPME, il y a quelques années, comme je vous disais, il y a une branche qui s'appelle l'UNICEM, c'est les carrières, etc., qui, eux, ont tout de suite adhéré à notre démarche et travaillent beaucoup avec nous, on les accompagne, parce qu'ils voudraient absolument arriver à faire une RSE de filière, parce que vous savez, aujourd'hui, quand vous avez une carrière ou quand vous devez ouvrir une carrière, c'est 20 ans, quoi. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Donc, ils voudraient, entre guillemets, montrer que c'est une filière vertueuse. Il y a des vertueux, tout à fait, des gens remarquables là-dedans. C'est souvent des grosses entreprises. Et ils disent, mais la démarche initiée ou la philosophie poussée par la CPME, c'est exactement ce dont on a besoin. Parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas le législateur qui va régler leurs problèmes, quoi. Voilà, personne demain, tout le monde veut fermer les carrières, quoi. Par contre, tout le monde veut pouvoir avoir du béton ou de la pierre, quoi. Donc, il faut être cohérent, si vous voulez. Surtout qu'une démarche d'ouverture de carrière par les temps qui courent, on est au XXIe siècle, donc c'est très très positif. Oui. Non mais en tout cas, c'est rare. C'est quasi impossible, c'est une mission impossible. Et pourtant, il y a des endroits où tout à fait objectivement, je veux dire, ça peut se faire tout en respectant le long terme, quoi. Oui, localement dans un cadre bien défini. Bien sûr. D'accord. Donc la RSE, c'est aussi un outil même au service du business. C'est là où c'est vertueux avec le social. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a beaucoup d'humilité à travers ça, parce qu'on s'aperçoit de toute façon que voulez-vous, c'est compliqué d'être 100% vertueux, c'est très compliqué. Il y a des choix cornéliens parfois à opérer. Voilà, parce que tout simplement, le monde qu'on a construit, c'est pas binaire, quoi. C'est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que parfois, quand je vois... je suis enregistré là, c'est embêtant. Non, mais c'est pas grave, je veux le dire quand même. Mais la conférence citoyenne. Donc on tire au sort, voilà. Ils ont fait 150 propositions. Le président de la République en a retenu 147. Il en a enlevé 3. Pour le plan de relance, la CPME a fait 109 propositions. Pour l'instant, ils en ont retenu 40. Je trouve que c'est profondément injuste. Moi, ça fait 27 ans que je fais du syndicalisme. Je représente 2,5 millions d'entrepreneurs. Je rame comme un fou.
pour être légitime. Là, on a choisi 150 Français sortis de... Et d'un seul coup, on dit banco, on prend tout. Mais ça, c'est... Vous voyez, c'est la démocratie de l'opinion. Et c'est un vaste sujet avec un peu de démagogie. Oui. Et c'est peut-être représentatif d'une coupure du pouvoir, je peux le dire moi, d'une coupure du pouvoir avec les relais, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, avec les relais des forces vives du pays. C'est exactement ça. Quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, on se retrouvait à des tables voilà, où vous aviez des représentants d'ONG, j'ai rien contre les ONG, vous aviez un représentant par exemple d'EDF, vous aviez un représentant de la Fédération du bâtiment, vous aviez un représentant de l'industrie, et quand on passait au vote, il avait le même poids en nombre de votes, le représentant de l'ONG, qui avait peut-être 200 adhérents, rémunérés par des subventions, donc par l'argent de tout le monde, et son vote pesait autant que celui qui représentait des millions de salariés. Des fois, ça fait froid dans le dos, quoi, parce que bah oui. C'est une fausse mutualisation. Et si vous voulez, moi je comprends, on est très proche, on travaille beaucoup avec la FNSEA. Christiane Lambert, qui est d'ailleurs une régionale de l'Étape, elle habite dans le Maine-et-Loire, un élevage de porc. Mais regardez les agriculteurs, alors ils font pas tout bien, mais en attendant, franchement, faut en vouloir quand même. C'est des métiers, voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de vacances, quoi. Il y a beaucoup d'engagement. Ils se plaignent pas. Ils avancent, ils n'ont pas le choix, comme nous. Mais quand on veut leur donner des leçons, entre guillemets, d'écologie, et quand on leur dit, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et quand on dit, attendez, si on fait ci, si on fait ça, c'est pas compliqué. Moi, je ferme la ferme et c'est fini, quoi. Je vends mon bétail et puis c'est terminé. Faut se mettre un petit peu à leur place, quoi. Voilà, quoi. Donc, Donc, il y a un enjeu autour de cela. Sur l'objectif, on est tous d'accord, mais sur les moyens d'y arriver, je dis attention, parce que parfois, il y a un déséquilibre total dans le débat national entre ceux qui, entre guillemets, sont ce qu'ils sont, les preneurs de risques, et puis les autres qui peuvent être les donneurs de leçons. Et pourtant, je suis sûr que intrinsèquement, foncièrement, on est complètement d'accord sur l'objectif. Alors, sauf qu'il y a des déclinistes aussi, ça c'est autre chose, et puis les antispécistes. Sur la décroissance, etc. Sur la décroissance, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Il n'y a pas de remarques inintéressantes, c'est un sujet qui est quand même en cours, en transformation dans le pays. Donc déjà, votre présence montre votre intérêt, donc peut-être si vous voulez passer à l'action, vous avez forcément des questions qui seront intéressantes. Et on n'a pas c'est l'heure de l'apéro, là. Bon, François Asselin, merci infiniment.